Bienvenue. Voilà. Bon. Bonsoir à tous. Ouf, je m'entends un peu fort, mais ça va aller. Bienvenue à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Ravie de vous accueillir pour cette réunion par an. Je suis Sarah Durel-Marc, je suis responsable de la licence droit sciences politiques et vice-doyen en charge des affaires académiques. Et ce soir, le doyen m'a demandé de le représenter. Je vous prie de bien vouloir excuser son absence. Mais voyez-vous, c'est son anniversaire et il a été occupé par par cet événement important aussi dans la vie d'un doyen, il faut le dire. En tout cas, soyez les bienvenus en présence ou à distance. Ce temps d'échange, cette réunion par an va être l'occasion pour nous de vous rappeler un peu ce qu'on fait et la manière dont on travaille avec vos enfants, de vous rappeler aussi quel pacte on a conclu, vous, nous et vos enfants, et puis de vous présenter les responsables des différents parcours de licence et de répondre surtout à toutes les questions que vous pourriez avoir, qu'elles concernent l'organisation matérielle ou pédagogique du parcours. Alors, je ne serai pas la seule à prendre la parole, heureusement. Je suis accompagnée, il faudra appuyer peut-être sur le bouton. Voilà. Je serai accompagnée par tous les responsables de parcours, également par ma collègue Kenza Le Saffre, qui est vice-doyen en charge de la vie étudiante plus particulièrement, et puis de Nathalie Logier, qui ne figure pas sur le PowerPoint, mais on le verra tout à l'heure, qui pourra répondre à vos questions relatives à l'approche par compétences. Elle pourra vous expliquer comment se déroule concrètement le parcours de vos enfants dans ce modèle d'approche par compétences. Quelques informations chiffrées qui vous intéressent certainement. 678 étudiants inscrits en première année au mois de novembre, avec une répartition assez importante, assez lourde dans les différents parcours. Vous voyez, plus de 300 étudiants en L1-DCJ, 44 dans la nouvelle licence droit et gestion de l'entreprise qui a ouvert cette année en première année, et puis un peu plus de 160 étudiants en droit, sciences politiques et en licence euro, ce qui fait des effectifs assez importants puisque nous avons, comme vous pouvez le voir, 26 groupes de travaux encadrés en droit civil et 28 groupes en droit constitutionnel. 28 groupes et 26 groupes de 25 étudiants maximum, ce qui nous permet de travailler avec des effectifs plus raisonnables, en tout cas dans ces travaux encadrés. On va vous expliquer en détail dans un instant comment ça fonctionne. Alors peut-être que je devrais laisser le micro aux personnes qui savent mieux en parler que moi de ces moyens de communication. Romain, peut-être ce serait aussi bien que ce soit toi qui le fasses en ta qualité de responsable du service des études. Bonsoir à tous. Donc, on utilise plusieurs moyens de communication avec les étudiants qui leur ont été présentés à la journée de rentrée également. Donc, tout d'abord, on communique avec eux via l'outil Agora qu'ils utilisent tous les jours. Alors, pour des news, donc vous voyez le premier petit encart, c'est des news. Donc, c'est des messages à destination soit de tous les L1 parce que ça concerne tous les L1 ou spécifiquement d'une promo parce que ça concernera qu'une seule promo, les DCJ, les DSP. Et ils reçoivent aussi des messages de la part de l'université sur des événements qu'on organise et qui pourraient les intéresser dans le cadre de leur formation. Donc ça, c'est un outil qu'ils doivent consulter tous les jours pour être au courant des dernières informations qu'on souhaite leur transmettre. Si on communique avec eux aussi, c'est via une adresse Lacato, donc une adresse institutionnelle qui a été créée au moment de leur inscription. On ne communique pas avec eux sur une adresse personnelle. On communique via cette adresse pour être sûr que le mail arrive sur cette boîte-là. Et donc, c'est à l'étudiant à aller la consulter régulièrement, voire à faire une redirection vers une boîte personnelle ensuite s'il le souhaite. Mais nous, on communique via cette adresse mail-là, car c'est un réseau sécurisé par rapport aux informations qu'on donne
aussi dessus. Depuis cette année aussi, les étudiants ont une application qui s'appelle Yoshi, qui peuvent être téléchargés sur les téléphones, qui du coup est plus intuitif que Agora depuis un PC. Voilà, elle a été créée cette année et elle est vraiment interactive où les étudiants sont connectés en permanence aussi aux différentes plateformes, que ce soit Agora, Hyperplanning que vous allez voir juste après, eCampus, etc. Ça leur permet d'être identifiés directement et d'avoir quelque chose de fluide et d'instantané surtout. Oui, cette application, elle est vraiment importante aujourd'hui Mm. parce qu'elle regroupe tous les autres outils de communication qu'on utilise avec nos étudiants. Donc, en une seule application, ils ont absolument l'intégralité des informations. Et aussi accès à la bibliothèque en ligne, les services du hall, donc c'est les services santé, restauration, etc. Aussi, voilà, il y a plein de liens utiles. Le plan, s'ils doivent se déplacer dans l'université, vu qu'ils bougent un peu de bâtiment. Donc ça, maintenant, je pense que ça va, mais au début du semestre, en tout cas, ils pouvaient avoir un plan interactif des bâtiments, etc. Donc voilà, elle est vraiment bien faite. Normalement, ils l'ont quasiment tous téléchargé. Mais si vous n'en entendez pas parler, n'hésitez pas à le relayer aussi, parce que je pense que c'est assez important d'avoir cette appli. Il y a une question, oui. Alors là, la réunion est enregistrée et la vidéo et le PowerPoint du cours seront mis en ligne sur notre site dans les prochains jours. Ouais, tout à fait. Je rappelle dans ce diapo que les étudiants ont 8 jours pour justifier leur absence au cours. Conformément au règlement des études, il y a une liste spécifique d'absences justifiées à des cours, à des examens. Donc, les étudiants sont invités à aller relire ces justificatifs. Je peux vous les dire, ils sont assez peu nombreux. Le justificatif médical, la convocation officielle, le permis de conduire et en fonction des circonstances peut-être de l'absence, quelque chose qui peut être apprécié par le responsable de formation si besoin. En dehors de ça, toute absence est considérée comme injustifiée. D'accord? Alors, l'étudiant qui est pas trop bien, qui a dû rentrer chez papa-maman ou qui juste voilà, n'a pas pu se rendre en cours pour autre motif que ça, l'absence est considérée comme injustifiée. Donc ça, il faut faire attention parce qu'au-delà de 3 absences injustifiées, l'étudiant peut encourir des sanctions disciplinaires. Une absence injustifiée à une interro, à un examen, etc., entraînera un 0. Voilà, donc il y a pas mal de conséquences derrière, donc il faut faire attention à ça. On essaye aussi d'être rigoureux sur les 8 jours pour qu'on puisse mettre en place des rattrapages derrière rapidement, etc. Donc, on fait attention à ça. Vous avez des retours de vos enfants sur une absence qui est considérée injustifiée ou qui n'a pas pu passer un rattrapage parce que l'absence n'était pas justifiée, etc. Voilà, il y a des choses qui s'expliquent par le règlement des études qui s'appliquent à nos étudiants. Oui. Alors, les justificatifs d'absence sont soit à remettre à l'accueil, soit au chargé de scolarité des licences 1. Ça, c'est une information qui a aussi été donnée aux étudiants dès le début de l'année en présentation et qui est rappelée régulièrement, en tout cas si besoin. Oui, il y a une petite fiche à remplir pour justifier de son absence et on y ajoute le justificatif médical ou la copie de la convocation par l'autorité publique, par exemple, pour prouver ce qu'on avance. Voilà. On ne peut pas justifier tout et n'importe quoi. Si on doit s'adresser au responsable de parcours parce que c'est une cause un peu exceptionnelle, un décès dans la famille, par exemple, évidemment, on est compréhensif. Mais là, il faut passer par le responsable du parcours pour obtenir, pour avoir son aval, en fait. Y a pas de, on le donne, hein, on justifie à chaque fois, mais il faut faire la démarche. Ce n'est pas automatiquement validé. C'est important, on est dans une faculté de droit et on a besoin de mettre en place des règles de vie du quotidien pour que ça fonctionne bien. Ça fait partie du pacte qui est conclu entre vous, nous et vos enfants. Donc voilà,
C'est pas insurmontable. Alors évidemment, dans certains cas, c'est plus compliqué, c'est une maladie longue. Là aussi, on est capable de s'adapter, mais il faut nous prévenir le plus rapidement possible. Surtout si derrière, il y avait des aménagements à prévoir pour l'étudiant, une transmission de cours, par exemple, ou des aménagements dont on vous parlera tout à l'heure, hein, des aménagements des évaluations, par exemple. Ça peut arriver. J'en profite pour dire que il y a toujours des petites surprises, surtout au premier semestre, c'est normal, des confusions chez les étudiants entre ce qui relève de l'évaluation classique et de l'examen terminal. L'absence n'est pas traitée de la même manière selon que l'on parle d'une évaluation de contrôle continu ou d'un examen terminal. Pour le moment, il n'y a pas eu d'examen terminaux. Ils arriveront en fin de semestre et début janvier. Or, en dehors de l'unité de transition, c'est vrai qu'il y a eu l'unité de transition. Quand on est absent à un examen terminal, quelle que soit la justification, bah, la seconde chance, elle n'a lieu qu'après les jurys de fin d'année. En revanche, quand c'est du contrôle continu, si l'absence est justifiée, un rattrapage est organisé dans les 15 jours en règle générale. Voilà. Ça, c'est une précision importante, je pense, parce que c'est quelque chose que en première année, les étudiants ont un petit peu de mal à saisir. On peut passer à la suivante. Les étudiants et vous également, vous pourriez avoir accès au planning des étudiants via le lien en rouge ici. Ça, c'est une version invitée du planning. Les étudiants ont une vision personnalisée avec uniquement leurs cours à eux. Là, vous voyez, pour la licence 1 DCJ, cette semaine, c'était le planning de tous les étudiants confondus. Et l'étudiant, lui, voit uniquement son groupe et son cours dans lequel il a lieu. Il ne fait pas le cours de relations internationales le mardi après-midi. Il n'apparaît pas dans son emploi du temps. D'autres cours apparaîtront à la place. Donc, vous voyez un petit peu là le travail aussi qui est fait par le service scolarité. Vous voyez un certain nombre de cours qui se superposent. Donc, tout ça, c'est des groupes d'étudiants qui sont constitués en début de semestre par le service scolarité pour que les étudiants puissent suivre leurs cours, notamment les TE de droit civil et de droit constitutionnel. Donc, vous voyez qu'il y a quand même jusqu'à 12 groupes qui se superposent en même temps, etc. Donc, il y a une complexité à faire des emplois du temps et peut-être que vous avez été confronté à, en tout cas, votre enfant a été confronté à un besoin de changement de groupe, etc. C'est des choses qui ne peuvent pas se faire facilement parce qu'il y a pas mal d'indisponibilité et de superposition qui supposent que juste, je ne peux pas avoir cours jusqu'à 20 heures. Voilà, ça ne peut pas être un motif suffisant pour changer de groupe parce qu'il y a pas mal de paramètres derrière qui font que ce changement n'est pas En fait, c'était un lien Zoom faisable que j'avais pas directement. bien. Petite précision, puisque là, on a un affichage de planning. Vous voyez que, par exemple, là, le 6 novembre après-midi, il y a un trou. On a l'impression qu'il y a un trou de 3 heures où il n'y a rien à faire. Ces plages sont des plages de travail, bien sûr, hein. Il faut aller travailler en bibliothèque ou s'installer dans une salle ou pourquoi pas rentrer chez soi, travailler tout seul, travailler en groupe. Bref, c'est aussi fait pour ça. Il y a par ailleurs un lundi qui est extrêmement chargé. De ça, je me doute que certains vont nous interpeller sur ce sujet. Là, sur l'étudiant qui est concerné ici, à cours de 8 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir. Peut-être même au-delà de 20 heures si l'enseignant finit un peu en retard. Alors, ça s'explique. Ça n'est pas forcément la meilleure des solutions pédagogiques. Cependant, nous avons fait un choix qui nous conduit à placer nos cours magistraux des matières fondamentales en début de semaine. Et nous sommes pour cela tributaires du plus grand amphithéâtre dans lequel tous les étudiants sont réunis, qui est juste de l'autre côté de la rue, l'amphithéâtre Teilhard de Chardin. Et en fin de semaine, le jeudi, ils travailleront dans les travaux encadrés en plus petits groupes ces mêmes matières. Pour les plus petits groupes, nous n'avons pas de problème de salle. Pour les grands groupes, pour accueillir les 650 étudiants, 680 étudiants, nous dépendons de ce grand amphi que nous partageons avec les autres entités. Et pour les premières années, le jour qui nous a été attribué, c'est le lundi. Donc, le lundi, il y a 2 fois 3 heures de cours magistral. Et effectivement, la journée n'est pas terminée puisqu'il y a encore des groupes
derrière de cliniques de travail un peu plus interactif, un peu moins, où l'étudiant est un peu moins passif, ce qui fait une journée bien chargée. Alors, comme il a eu tout le week-end pour se reposer, on peut survivre à son lundi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément pédagogiquement le modèle optimal. Rassurez-vous, ça se passe toujours très bien et vos enfants survivent sans difficulté à ce rythme qui est de toute manière un rythme de travail finalement assez classique. Chaque journée ne se ressemble pas. Il n'y a pas une journée type avec 5 heures de cours tous les jours pour faire un petit 35 heures sur la semaine. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a en moyenne 25 heures de cours sur la semaine par étudiant qui sont répartis, alors il est vrai, de manière irrégulière sur la semaine, mais qui permettent aussi de dégager des temps pour travailler. Encore une fois, en bibliothèque, c'est juste à côté, en groupe, parce qu'un certain nombre de travaux de groupe sont donnés par les enseignants, ou encore de rentrer chez soi, ou encore, pourquoi pas, d'aller assister à une séance, à une audience au tribunal, si l'envie leur en prenait. Il y a encore un outil que les étudiants utilisent qui s'appelle eCampus. Donc là, qui est plutôt une plateforme pédagogique qui est le lien entre les étudiants et leurs enseignants. Donc pour chacun de leurs cours, il y a un espace eCampus qui existe dans lequel les enseignants viennent y mettre des documents, des supports de cours qui sont utiles pour le cours ou pour les travaux dirigés, encadrés. Là, il parle des Du coup, c'est des documents qui ne sont pas forcément imprimés pour les étudiants. Ils sont accessibles en ligne, ils sont on téléchargeables. s'en fout un peu là pour l'instant. L'étudiant peut l'imprimer s'il le veut, si besoin. Il y a certains documents qui sont imprimés, mais pas tout, parce que à 680 étudiants, imprimer tous les documents à chaque fois, ça représente un certain nombre de pages. Et l'université, dans sa globalité, est assez engagée dans tout ce qui est question écologique pour ne pas imprimer non plus des documents qui ne seraient pas utilisés. Parce qu'on voit bien que même les documents qu'on imprime et qu'on met à disposition des étudiants, il y en a encore pas mal qui restent sur place. Donc, on se rend compte qu'ils utilisent quand même pas mal les versions numériques des documents qu'on leur met à disposition. Donc, tant mieux. Et donc, il y a plutôt donc, des documents. Il y a aussi des espaces où l'étudiant travaille en auto-formation. On va pouvoir l'encart sur le petit juriste connecté. Ça, c'est tout un parcours que l'étudiant fait en auto-formation avec des échéances à différents moments du semestre ou avec des activités et des évaluations qui se font en ligne. Et en auto-évaluation, l'étudiant se gère. Voilà, c'est ouvert sur plusieurs jours. Comme ça, il peut le faire quand il a le temps de le faire, de se concentrer à ça. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme pédagogique là, plutôt que Agora qui était plutôt administrative. Là, c'est la plateforme pédagogique qui fait le lien entre les enseignants et les étudiants. C'est un outil que tous les enseignants utilisent de manière différente. Certains vont y mettre beaucoup d'informations, d'autres un peu moins. Mais tout le monde utilise cette plateforme. Et c'est vraiment la ressource pour les étudiants de la première à la 5e année. C'est vraiment l'outil qu'on utilise le plus pour y déposer des documents à lire, de la doctrine, de la jurisprudence, pour donner des exercices éventuellement. Et c'est aussi une plateforme avec laquelle on peut communiquer avec les étudiants. Donc, vous voyez qu'on a une communication multicanale avec eux pour toujours garder le contact et les inciter à travailler régulièrement. Je te laisse reprendre la main pour la suite. Oui, merci. L'année a commencé il y a déjà un petit moment avec une première période qui s'est appelée l'unité de transition, alors au cours de laquelle, en fonction des parcours, les étudiants ont été plus ou moins occupés. Les licences euros, par exemple, ont été très occupés, les autres parcours un petit peu moins. C'était l'occasion, cette unité de transition, de poser, je vais te laisser la parole dans un instant, de poser les premières bases de l'enseignement du droit pour emmener progressivement nos étudiants vers des semaines un peu plus chargées et vers des enseignements un peu plus rythmés. Alors cette année, c'est une période un peu plus longue que d'habitude. Elle a duré 4 semaines, presque 4 semaines, au cours de laquelle il y a eu 3 enseignements magistraux
qui ont été déployés, l'organisation de la justice avec Madame Martin, qui est également responsable du parcours des CJ, et l'introduction générale au droit public et privé avec moi et avec Madame Letombe-Timmermann, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. En plus de ces enseignements magistraux, 2 ou 3 ateliers complémentaires que Madame Martin va pouvoir vous présenter tout de suite. Tout ça pour vous dire qu'on a souhaité et on souhaite dans cet établissement prendre par la main les lycéens quand ils arrivent, ils sont encore lycéens, pour les emmener vers la posture d'étudiants. On ne croit pas qu'en arrivant le 4 septembre, ils sont déjà devenus étudiants. Non, on les accompagne pour qu'ils deviennent étudiants, qu'ils apprennent aussi à utiliser tous les outils qu'on vous a présentés juste avant, les différentes plateformes, qu'ils apprennent aussi à travailler en autonomie. Alors, ce n'est pas encore tout à fait gagné à ce stade de l'année, mais ça vient progressivement. Cette autonomie, ils vont aussi l'acquérir dans les modules en auto-formation, tels que celui qui vous a été présenté juste avant. C'est-à-dire ils vont, pour un certain nombre d'entre eux, rater les premières échéances. Mais on ne va pas les sanctionner pour ça. On va leur redonner une deuxième, voire une troisième chance pour qu'ils prennent le rythme, qu'ils apprennent à rentrer dans ce rythme et dans cette autonomie. Bonsoir à tous. Donc, je suis Caroline Martin, donc responsable de la licence droit et culture juridique et responsable des dispositifs d'accompagnement des étudiants. Donc, durant cette unité de transition, effectivement, les étudiants ont eu un planning qui était assez léger, allégé, pour leur permettre de prendre leur marque. C'est vraiment important pour eux puisqu'ils viennent d'horizons complètement différents. Ils sont un peu perdus pour certains. Donc, prendre leur marque au niveau de déjà rien que l'aspect géographique, prendre connaissance des lieux. Et puis, ils ont eu effectivement des cours, donc 24 heures en introduction au droit, 12 heures en organisation de la justice et des séminaires apprendre à apprendre. Donc, quelques séminaires qui étaient destinés à leur donner des clés, des outils pour pouvoir apprendre correctement, pour pouvoir confectionner leur planning de travail, puisque tout est différent à l'université. Madame Durel-Marc en a parlé au niveau de l'emploi du temps. Gérer ce qu'ils appellent des trous et que nous appelons des espaces de travail, du temps de travail. Savoir faire un planning et gérer aussi leur vie privée et leur vie d'étudiants. Ils ont eu, pendant cette période d'unité de transition, la présentation aussi de toutes les associations. Et nous en avons de plus en plus chaque année. Donc, ça leur a permis vraiment de prendre leur marque tout en ayant des cours de droit qu'il a fallu apprendre, qui n'étaient pas les cours les plus évidents, puisque en termes de vocabulaire, tout est nouveau, tout est compliqué. Donc, on a essayé de les accompagner au mieux dans cet apprentissage. Cette unité de transition, elle s'est terminée par une évaluation dont on va vous parler juste après. Une première évaluation sous forme de QCM en introduction au droit et en organisation de la justice. Alors, cette évaluation, elle est importante, c'est un examen terminal, mais ce n'est pas une évaluation qui est déterminante pour la suite de l'année. C'est une évaluation qui leur permet justement de faire les réglages nécessaires s'ils sont déçus. Et encore une fois, on va vous reparler de ces notes. Déçus par rapport à la note qu'ils ont pu obtenir, ça va leur permettre de recadrer leur méthode d'apprentissage. En revanche, s'ils sont bien sur les rails et ils ont eu le déclic en termes d'apprentissage, c'est vraiment un repère qui leur permet d'avancer pour la suite. Alors, pour ne pas, parce que l'exercice était nouveau, c'était une évaluation en droit, 2 temps d'évaluation ont eu lieu. Un premier temps qui ne comptait pas pour beaucoup, 10% de la note finale, un premier QCM pour, disons, se faire la main, pour voir, pour qu'ils puissent se rendre compte du niveau d'exigence, des attentes, et puis qu'ils sachent s'ils avaient effectivement appris comme on l'attendait. Et ensuite, un deuxième QCM avec une pondération un peu plus importante. Et on va pouvoir vous montrer tout de suite les résultats sur les 2 QCM. C'est particulièrement bon cette année sur l'ensemble. On est à plus de 10, 9,97 c'est 10, hein,
pour tous les parcours. On n'a pas toujours eu des résultats à ce niveau-là. On était plutôt content de voir à quel point les attendus étaient remplis. Alors évidemment, tout le monde n'a pas 17, bien sûr, mais c'est pas dramatique si on n'a pas eu 17 dès le départ. Ça va venir. Ça va venir. Pas d'inquiétude. Oui, oui. Donc, l'objectif aussi de cette réunion, c'est de vous rassurer par rapport à ces premiers résultats. Encore une fois, ils doivent servir d'alerte, enfin de curseur aussi, et de permettre aux étudiants de se situer par rapport à leur méthode d'apprentissage. Donc, comme l'a dit Madame Durel-Marc, cette année, nous avons la moyenne voilà, sur tous les parcours finalement de l'unité de transition, ce qui est une bonne moyenne. Alors, ça peut vous paraître un peu juste, 10, 11. Bon, pour un début à l'université, pour un premier examen sur une matière qu'ils ne maîtrisent absolument pas, avec un vocabulaire, encore une fois, complexe et des notions qu'ils découvrent complètement, c'est un résultat qui est encourageant. Oui, oui, très, très encourageant. Alors, il ne faut évidemment pas se reposer sur ses lauriers non plus, hein. C'est vraiment très encourageant, de même que le comportement globalement en amphithéâtre et en cours. J'ai un peu l'impression de faire vieille chouette, mais tant pis. Par rapport aux 3 dernières années, c'est fantastique. Vos enfants sont des étudiants attentifs, qui ont l'air d'être travailleurs, en tout cas qui sont réactifs, qui répondent, qui apprennent, pour le moment en tout cas, d'autant qu'on puisse en juger leurs cours, et qui ont des comportements de savoir-être et de savoir-vivre retrouvés. Alors, entendez par là, nous avons vu plusieurs générations post-Covid pour lesquelles c'était un petit peu plus difficile. Nous avons l'impression d'être revenus à une époque où les étudiants sont merveilleux et fantastiques. Je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, c'est vraiment très agréable de faire cours, y compris à 650 étudiants. Il n'y a pas de brouhaha, il y a pas de... Ils sont présents et ils veulent bien participer et répondre pendant les cours, y compris devant 650 ou 649 camarades. Donc, c'est vraiment très agréable. Oui, oui, ils sont très disciplinés, ils respectent les temps de pause. Alors, c'est important quand on est dans un amphi de presque 700 étudiants. Si on fait une pause de 10 minutes, forcément, si tout le monde sort, c'est pas possible de gérer. Et ils respectent ces 10 minutes de pause. Ils ne sortent que s'ils ont besoin de sortir. Évidemment, ils peuvent bouger dans l'amphi, mais vraiment, c'était très agréable. Ça vous paraît peut-être normal. Pour nous, c'est un vrai changement par rapport aux 3 années précédentes. On voit vraiment un public avec lequel on sent qu'il va se passer, qu'on va pouvoir travailler efficacement toute l'année. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on espère. Donc, je vais vous parler des ateliers de méthodologie, puisque ça a été présenté à vos enfants. La principale difficulté à laquelle ils vont être confrontés cette année, c'est l'acquisition de la méthode. Comment réaliser un exercice juridique? Donc là, bon, ils vous en ont peut-être déjà parlé, puisqu'ils ont commencé les TD depuis un certain temps. On leur demande de réaliser des exercices juridiques. Pour certains d'entre eux, ça reste encore très difficile et ça le restera peut-être jusqu'à la fin de l'année. Donc, l'idée, c'est de les accompagner en leur proposant des ateliers méthodologiques. Alors, les ateliers méthodologiques sont proposés sur la base du volontariat, c'est-à-dire que les étudiants qui se sentent en difficulté ou qui ont tout simplement envie de s'entraîner sur un exercice juridique peuvent s'inscrire via la plateforme e-campus qui vous a été présentée par Monsieur Lavallée. Donc, c'est très facile. Ils choisissent leur matière, le type d'exercice et ils vont avoir des propositions d'ateliers sur des créneaux différents, le soir, le matin, en présentiel ou en Zoom. Donc, ils vont pouvoir choisir le créneau qui leur convient le mieux, puisqu'ils n'ont pas tous le même emploi du temps, y compris le samedi matin pour certains ateliers. Donc, ils choisissent leur atelier, ils vont pouvoir s'inscrire
Et l'atelier se déroulera en petits groupes de 8 à 10 étudiants maximum. Et cet atelier va durer 2 heures, pendant lesquelles ils vont réaliser, accompagnés par un enseignant, un exercice juridique. Donc, on va découper en fait les étapes de construction de l'exercice juridique pour leur permettre de progresser et d'acquérir cette méthodologie qui est parfois complexe. Donc, nous incitons évidemment tous les étudiants à s'inscrire aux ateliers méthodologiques. Pour l'instant, ça ne se bouscule pas, comme tous les ans avant la réunion parents, avant que vous leur ayez rappelé qu'il fallait qu'ils s'inscrivent d'urgence aux ateliers. Donc, actuellement, moi-même, je dispense, enfin, je m'occupe de certains ateliers. J'ai des ateliers à 3 étudiants, donc alors, je peux vous assurer qu'on travaille bien et ceux-là sont contents. 2 étudiants. Demain matin, j'ai un atelier, j'ai un étudiant, donc il va être bien soigné, avec lequel on va réaliser un exercice juridique. Ces ateliers vont leur permettre véritablement de progresser, déjà d'identifier leurs difficultés et de faire en sorte d'améliorer évidemment cette méthodologie. Les ateliers sont proposés en droit civil et en droit constitutionnel, les 2 matières fondamentales. Je voulais apporter une petite précision. À l'occasion de ces ateliers, on ne fait pas le travail à la place des étudiants. Non, ils viennent pour travailler. Il faut absolument que ce soit qu'on vous le dise aussi, puisque parfois il y a confusion. Je vais aller en atelier et on va faire l'exercice à ma place. Non, l'objectif, c'est vraiment de remédier aux difficultés et de mettre en place les bonnes méthodes et la bonne méthodologie juridique. Oui, tout à fait. Alors, merci pour cette précision, puisque des ateliers, il y en a sur la totalité du semestre, semestre 1, semestre 2, évidemment. Et souvent, juste avant la période d'évaluation, les étudiants veulent tous s'inscrire en atelier comme si on avait une baguette magique et qu'on allait leur permettre de tout comprendre en un seul atelier. Alors, ils vont peut-être vous dire, j'ai voulu m'inscrire, mais je n'ai plus de place. Alors, effectivement, s'ils s'inscrivent juste avant une évaluation, peut-être qu'ils seront confrontés à cette difficulté. Là, pour l'instant, ils peuvent s'inscrire dès maintenant et la méthodologie, elle s'acquiert à force de répétition, de travail. On apprend en faisant. Et donc, l'inscription à un seul atelier ne va pas permettre de débloquer toute une situation compliquée. Nous avons une question. Via eCampus. L'inscription se fait via eCampus. Alors, les étudiants ont eu un message en début d'année afin de débloquer leur inscription atelier. Vous n'êtes pas la seule, mademoiselle, rassurez-vous, à ne pas avoir l'onglet. Donc, Monsieur Lavallée va vous rappeler le code. Alors, il y a en effet une news qui normalement est encore active, où vous avez le lien direct vers le cours eCampus. Sinon, si vous cherchez le cours eCampus, il s'appelle 24-25 Atelier pédagogique L1. C'est assez facile à trouver. Et on vous demande une clé d'inscription. Et la clé d'inscription, pareil, qui était indiquée dans la news, c'est APL en majuscule 1, APL comme Atelier pédagogique L1. Et une fois que vous avez rentré cette clé d'inscription, vous avez accès à la page avec toutes les dates de droit civil et de droit constitutionnel. Voilà. Alors, certains enseignants ont fixé leur créneau d'atelier jusqu'à la fin du semestre. D'autres, dont je fais partie, fixent des ateliers régulièrement, à peu près tous les 15 jours, en fonction de l'avancée du cours de droit civil, en fonction de mon emploi du temps et en fonction du nombre de demandes des étudiants. Donc, voilà, nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Donc, il faut que les étudiants consultent régulièrement cette page sur eCampus pour voir si de nouveaux créneaux sont disponibles. Pour terminer sur l'accompagnement,
Tu voulais rajouter? Je voulais ajouter que les ateliers méthodologiques étaient articulés avec les travaux encadrés. Il n'y a pas de bouleversement méthodologique de l'un à l'autre. On travaille tous ensemble avec un programme commun et une progression commune entre les travaux encadrés et les ateliers méthodologiques. Et parce que la méthodologie est vraiment cardinale, importante tout au long du parcours des études de droit, dès la première année, on fait des évaluations dédiées à cette méthodologie. Et il y aura, pour tous les étudiants de première année, au premier et au second semestre, un examen terminal de méthodologie sous forme de QCM. Alors, ce sont des questions un peu élaborées qui viendront interroger les modèles pédagogiques travaillés dans les deux matières, droit constitutionnel et droit civil, tout au long du semestre. Les chargés d'ateliers, les enseignants qui pratiquent les ateliers reçoivent également les étudiants pour le tutorat individuel. Donc, le tutorat individuel est destiné aussi à travailler la méthodologie, bien entendu. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un rendez-vous en face à face avec un enseignant, donc un rendez-vous individuel. La méthode de travail va être différente. En atelier, les étudiants vont travailler sur place, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir le sujet au début de l'atelier et ils vont travailler sur ce sujet. Pour le tutorat, le chargé d'enseignement va leur transmettre un sujet. Ils vont travailler chez eux l'exercice et ils vont faire une restitution en face à face à l'oral. Donc, le tutorat permet de déceler des difficultés différentes, notamment la logique de l'étudiant dans la construction de son exercice, puisque dans la restitution orale, on voit tout de suite s'il y a un fil conducteur, si l'étudiant a compris le sujet, s'il n'est pas parti complètement à côté du sujet. Donc, c'est un travail différent. Le tutorat est réservé à des étudiants qui sont plutôt en difficulté, c'est-à-dire que le circuit classique que l'on conseille aux étudiants, c'est de d'abord aller en atelier s'ils estiment qu'ils en ont besoin, s'ils veulent s'entraîner. Et c'est à l'enseignant qui dirige cet atelier de conseiller éventuellement un rendez-vous tutorat s'il décèle une difficulté spécifique et un besoin de rédiger, un besoin voilà, qui concerne la construction de l'exercice. Donc, ces rendez-vous tutorat se prennent auprès des enseignants. Donc, Monsieur Lavallée et Madame Fels, Monsieur Lavallée pour l'instant, relaie si les étudiants ont besoin des adresses mail que tous les étudiants ont eues en début d'année, mais ils les ont peut-être oubliées. Donc, le service scolarité est là pour relayer et permettre aux étudiants de prendre leur rendez-vous tutorat. Dans un certain nombre de cas, les chargés, les personnes qui assurent les enseignements dans les travaux encadrés vont aussi conseiller aux étudiants d'aller chercher un peu de tutorat en complément parce qu'ils vont eux aussi déceler des difficultés qui tiennent parfois à pas grand-chose et qui, avec quelques séances, permettent de remédier. Parfois, c'est un peu plus long. Vous l'avez compris, c'est accessible à tous, mais prioritairement aux étudiants qui en ont vraiment besoin pour qu'on puisse leur permettre de rattraper, de compenser et de se mettre au niveau attendu. Après l'unité de transition, le vrai travail a commencé avec l'emploi du temps tel que vous l'avez vu tout à l'heure, avec les cours magistraux des deux matières fondamentales, le droit civil assuré par Madame Le Tombe-Timmermann et le droit constitutionnel assuré par moi-même, ainsi que tous les autres enseignements. Alors, ce que vos enfants appellent en général les options ou les mineurs. Voilà. Bon, les deux matières, droit civil et droit constitutionnel, étant considérées comme les majeures. Alors, en fait, ça traduit simplement le fait que pour le droit civil et le droit constitutionnel, ce sont des matières qui sont assorties de travaux encadrés, tandis que les autres enseignements ne le sont pas. Ils peuvent se déployer selon des modalités variées, mais voilà. L'essentiel de la pondération des notes en fin d'année, il est vrai,
reposera sur les 2 matières fondamentales, droit civil et droit constitutionnel. Les cours magistraux, vous l'avez compris, pour ces 2 matières ont lieu le lundi. Alors, avec, dans ce qui nous est accordé d'utilisation de ce grand amphi, nous avons fait le choix avec Madame Le Timmerman de découper nos 3 heures pour ne pas faire 2 cours de 3 heures très lourds, très difficiles à digérer. On a découpé en 2 heures, 1 heure, pour que ce soit un peu plus, disons, digeste pour les étudiants et puis surtout qu'ils aient le temps de se poser quelques questions pour pouvoir nous retrouver l'après-midi et, nous, à l'occasion de la 3e heure, nous poser toutes leurs questions. Ils en ont souvent beaucoup. Les travaux encadrés durent 3 heures. C'est une particularité de notre établissement. Dans les autres établissements, ça s'appelle TD, travaux dirigés, et ça dure en moyenne 1h30, dans de rares cas 2 heures. Nous avons fait le choix d'y consacrer 3 heures pour avoir vraiment le temps de faire de la méthodologie, de travailler les exercices méthodologiques. Les travaux, les séances de 3 heures sont découpées en 2 ou 3 temps selon le droit civil ou le droit constitutionnel, mais globalement de la manière suivante: un premier temps qui va être consacré à la compréhension et à la restitution des connaissances, et un 2e temps qui va être consacré exclusivement à l'exercice méthodologique. Un exercice méthodologique qui est travaillé en séance, sur table. Alors en groupe, individuellement, tout dépend de l'enseignant. Pourquoi en séance sur table? Oh ben, je ne vais rien vous apprendre avec ce que je vais vous dire. Donner des sujets à traiter à la maison, ça signifie que le nouveau meilleur ami de vos étudiants, ChatGPT, va le faire à leur place. Ou peut-être une ressource en ligne. Bref, en tout cas, pas nécessairement eux. Ce n'est pas que nous n'ayons pas confiance en eux. Nous serions ravis de pouvoir les croire sur parole, mais si on veut vraiment leur apporter quelque chose, il faut qu'on soit sûr que ce soit un travail individuel qui leur apprenne les choses, qui leur permette de maîtriser cette méthode. C'est la raison pour laquelle on fait le travail en séance. Alors, rien n'empêche de donner à travailler un certain nombre de choses à la maison en complément, mais vraiment, on veut s'assurer qu'ils pratiquent cette méthode avec les connaissances acquises et pas les connaissances de quelqu'un d'autre. Tu veux compléter? Oui, je compléterai en insistant sur le fait que le jeudi et le vendredi, en fonction des horaires de vos enfants, sont les moments les plus importants de la semaine. C'est vraiment ce que je dis aux étudiants, c'est-à-dire que ce sont les moments à ne pas rater. Alors, on sait bien que les soirées étudiantes ont lieu le jeudi soir, et elles sont peut-être découvertes, mais le TD du vendredi matin, 8 heures, il est hyper important parce que c'est difficile de rattraper une séance de TD. Tout se passe en séance dans les travaux encadrés. C'est-à-dire que les enseignants sont là pour répondre aux questions des étudiants, et chaque séance de travaux encadrés est différente. Et l'étudiant ne va pas forcément prendre énormément de notes pendant la séance de TE, mais il va apprendre beaucoup de choses et préciser les connaissances, préciser les notions qui ont été vues en cours le lundi. Donc, s'il y a un moment à ne pas rater, alors déjà, il faut rien rater, bien entendu, mais le TE est très, très important. Alors, je donne cette petite astuce, mais ce n'est pas le cas pour tous les enseignants. Moi-même, par exemple, j'ai 2 séances de TD, une le matin, une le jeudi matin, une le jeudi après-midi. Et je dis à mes étudiants, bon, le jeudi matin, c'est le moment le plus important. Si vous ratez pour X ou Y raison, ben, le réflexe que vous devez avoir, c'est de venir le jeudi après-midi. C'est de suivre cette séance de TE à tout prix. Parce que c'est vraiment le moment où on acquiert la méthodologie et encore une fois, où on précise les connaissances. Donc, ça fait qu'une semaine est bien remplie. Le cours magistral le lundi, les travaux encadrés jeudi ou vendredi selon les cas. Alors, pour certains, 2 TD, pardon, 2 TE le même jour. Alors, ceux qui ont de la chance, 2 TE le jeudi et le vendredi est libéré. Pour ceux qui ont moins de chance, ça peut être 2 TE le vendredi. C'est comme ça. Ça s'améliore peut-être au second semestre quand on peut un peu changer les choses, mais on est aussi tributaire de l'emploi du temps de nos intervenants
d'une autre également, puisqu'on n'a pas que la première année, on a aussi les autres années. Il faut réussir à tout articuler. Donc, ça fait des séances qui sont quand même bien denses et pour lesquelles l'évaluation est quasi systématique. Pratiquement chaque semaine, on peut être interrogé à l'oral ou à l'écrit. Ça signifie que le travail doit être régulier. Et ça, c'est le secret de la réussite. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à la fac qu'on peut travailler uniquement au moment des examens terminaux. Ça ne marche pas. Pour réussir, il faut travailler chaque semaine avec régularité. Alors c'est vrai, c'est pas très drôle, il faut travailler le week-end avant d'aller en cours le lundi. C'est comme ça et c'est le secret de la réussite encore une fois. Alors nos parcours de licence, mais peut-être que vous avez déjà des questions sur tout ce qui vient d'être dit avant d'aborder une autre thématique à laquelle vos enfants sont confrontés. Non, on continue et on vous poserai toutes vos questions à la fin. La licence dans notre établissement, comme dans tous les établissements en théorie, doit désormais mettre en œuvre l'approche par compétences. Et pour ce sujet éminemment sérieux, Madame Laugier va pouvoir vous présenter les choses en tant qu'ambassadrice de cette faculté et de cette faculté pour la licence en compétences. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est l'approche par compétences et si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Alors, je suis juriste, je vais parler du cadre légal puisque cette approche par compétences, elle nous est imposée par 2 textes. La loi sur l'orientation et la réussite des étudiants de 2018 et l'arrêté relatif au diplôme national de la licence aussi de 2018. Ces 2 textes obligent les facultés et dans toutes les disciplines à modifier en fait leur façon d'enseigner et d'évaluer les étudiants, puisque en plus d'évaluer les connaissances, comme on vous l'a expliqué juste avant, on va devoir maintenant attester de l'acquisition de compétences auprès de nos étudiants à la fin de la licence. Donc, ce sont des textes qui nous imposent cette transformation et l'Université catholique de Lille, en partenariat avec l'Université polytechnique de Valenciennes, a remporté un appel à projet qui a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2018 pour obtenir des financements pour faire cette transformation des enseignements et des évaluations. Et nous avons donc eu ces financements grâce à notre projet qui s'appelle Prélude, qui veut dire parcours de réussite en licence universitaire à développement expérientiel, qui est en fait la mise en place de l'approche par compétences dans la licence. Donc, on a lancé ce chantier en 2019 et on a mis en place cette approche par compétences en première année de licence en 2021. Donc là, on est déjà à la 4e année de mise en place de cette approche par compétences en première année. Et donc, l'année dernière, on avait fini tout le cycle puisqu'on l'a mis en place en L1, en 2e année de licence et en 3e année de licence. Alors, pourquoi cette approche par compétences ? Eh bien, l'essentiel, c'est vraiment de donner du sens aux apprentissages. On est sur des générations qui ne sont pas les nôtres, un public différent. Il faut vraiment leur donner du sens pour qu'ils puissent apprendre et comprendre et apprendre les disciplines. Ça permet aussi, cette approche par compétences, d'avoir une vision transversale et plus de travailler en silo. Le fait d'avoir cette vision transversale permet de développer des compétences en plus des connaissances. Ça leur permet de s'adapter aux évolutions du monde professionnel, puisque dès la première année, on les fait réfléchir sur leur projet d'orientation. Vous avez peut-être entendu parler du e-portfolio, qui est l'outil numérique qui va permettre aux étudiants pendant les 3 années de vraiment réfléchir à leur parcours dès la première année, parce que ça va aller très vite, puisque à la fin du premier semestre de 3e année, ils vont déjà devoir se positionner sur les masters dans lesquels ils vont postuler. Donc nous, dès la première année, on les accompagne avec différents modules pour réfléchir à leur projet professionnel et leur parcours d'orientation. Donc, ce qui leur permet aussi de faire ces choix. Donc, peut-être qu'ils sont arrivés à la faculté en disant qu'ils voulaient être avocats. Eh ben, on va leur faire rencontrer des avocats. Ils vont peut-être devoir interviewer un avocat,
échanger avec lui et voir que tout compte fait, ben, c'est pas ce métier-là qu'il veut faire. Il y a aussi les stages, bien sûr, qui sont obligatoires, hein. Nous avons 8 semaines de stage obligatoires sur les 3 années de licence. Donc tout ça leur permet vraiment de comprendre, en fait, de mieux comprendre la discipline juridique pour développer des compétences. Et on développe aussi, notre objectif n'est pas de faire d'en faire de simples juristes, de faire de vos enfants de simples juristes, mais vraiment des citoyens avec une capacité à réfléchir avec éthique, à être responsable. Et par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la plateforme Odyssée où ils font des îles, l'île climat, l'île biodiversité, puisque le ministère nous demande aussi, ça c'est tout récent, de former les étudiants à la transition écologique pour un développement soutenable. Hein, c'est vraiment voilà, le terme employé par le ministère, c'est ça. Et on a mis en place avec nos écoles d'ingénieurs qui ont construit une plateforme Odyssée, tout un parcours là aussi en auto-formation. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'autonomie, la capacité à s'organiser. Ça, c'est des compétences qu'ils développent dès la première année et qui seront utiles demain dans leur futur métier. Donc, ils vont devoir faire ces exercices en ligne, accompagnés bien sûr et avec des rencontres avec nos professionnels de la responsabilité sociétale des entreprises pour développer ces nouvelles compétences. Donc voilà, en fait, l'objectif, si vous voulez, de cette transformation de notre licence, c'est vraiment, en plus de la discipline, et on continue, on vous l'a dit, à faire des exercices de méthodologie pour qu'ils acquièrent ce fameux raisonnement juridique. On continue à le faire, voilà, on ne change pas notre façon hein, d'enseigner complètement. On continue à faire ça puisque ce sont ces exercices qui sont demandés dans tous les concours des professions juridiques et judiciaires. Donc, ils seront tout à fait formés, mais en plus, on leur demande de développer des compétences qui vont leur servir dans le monde professionnel. S'il y a des questions, bien sûr. Voilà, après tout ce qu'on vient de vous raconter sur l'organisation finalement du travail de vos enfants, vous l'aurez compris, on essaie de ne pas être en retard par rapport à ce qui va les attendre ensuite en master et dans le monde professionnel. Et cette approche par compétences, c'est vraiment j'allais dire une bonne chose, c'est mieux qu'une bonne chose, c'est vraiment un atout considérable pour préparer l'entrée dans le master et ensuite l'entrée dans le monde professionnel, puisqu'ils pourront arriver avec un catalogue de compétences qu'ils pourront revendiquer, ce que d'autres ne pourront pas faire. Alors peut-être que vous avez déjà des questions avant que nous ne nous répartissions dans les différentes salles et dans les différents parcours. Je sais, à distance, il y a eu un certain nombre de questions. Je sais que M. Lavallée a répondu à ces questions par écrit. Est-ce que, je vais répéter la question pour tous, est-ce que vous pouvez voir les notes ou les absences de vos enfants quelque part? Alors, vos enfants peuvent les voir. Vous ne pouvez y accéder que si vos enfants sont encore mineurs. À partir du moment où ils sont majeurs, il faut qu'ils vous donnent leur accord pour que vous puissiez accéder à ces informations. Donc, même si vous nous appelez, on ne pourra pas vous les donner. Donc, nous, il faut qu'on appelle. Mais c'est vous qui… Alors, je suis absolument C'est la d'accord, remarque mais c'est vous qui traditionnelle. financez le parcours d'études de vos enfants. Donc, je vous invite à discuter de cette partie contractuelle avec eux, puisque dans le contrat, ça, c'est un échange que vous devez avoir avec eux. Nous n'avons pas le droit de vous communiquer des informations dès lors qu'ils sont majeurs. Quand ils sont mineurs, on peut vous les communiquer si vous nous les demandez, mais pas une fois qu'ils sont majeurs. Ça… Peut-être qu'on pourrait, parce que la vie de l'étudiant, c'est travailler beaucoup, c'est beaucoup ce qu'on vous a dit, mais c'est aussi, parce que je vois ma collègue qui est juste en face de moi, c'est aussi devenir étudiant et profiter d'un certain nombre de choses dans cet établissement, en particulier de la vie facultaire. Peut-être que, Kenza, tu pourrais venir en dire un mot pour alléger l'ambiance lourde qu'on a posée là en parlant travail, beaucoup, beaucoup. Il y a aussi tout un volet quand même très agréable dans la vie de l'étudiant, en particulier dans cet établissement. Je te remercie. Merci. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si je vais alléger l'ambiance parce que dans mon portefeuille, il n'y a pas que des choses agréables et marrantes. Au titre de la vie étudiante, on propose un certain nombre de choses et de divertissements aux étudiants, puisque nous avons une vie associative assez riche avec 42 associations sur le campus de Lille.
Sur cette offre associative, donc, qui est le fruit du travail de nos étudiants, nous avons des associations à thématique culturelle, mais aussi des associations à thématique festive ou sportive, gastronomique également. Donc, il y a un forum des associations qui se tient en début d'année et qui permet aux étudiants de faire leur choix d'engagement associatif. À côté de ça, nous avons également, au titre de la vie étudiante, un accompagnement qui est proposé aux étudiants qui le souhaitent, qui ont un besoin d'adapter leur parcours. Donc, si ils rencontrent des difficultés de santé qui nécessitent un aménagement de leur scolarité, mais également, ça peut être le cas d'un étudiant qui a un projet qui souhaite mener sur son année, enfin ses 3 années de licence, et donc qui nécessite une adaptation de son parcours pour l'aménager et le faire par exemple en 4 ans. C'est le cas de nos étudiants qui sont sportifs de haut niveau et qui choisissent d'aménager et d'organiser en fait les différents enseignements sur un rythme plus conforme à leurs besoins d'aménagement et à leurs objectifs en termes de compétition et entraînement. Et puis, nous avons également un volet accompagnement pour les étudiants qui sont en difficulté, puisque nous avons une cellule violence, harcèlement, discrimination, où nous faisons de la prévention pour tout ce qui est risque lié aux sorties, à cette vie festive qu'ont les étudiants en première année, avec des séances de sensibilisation. Et puis, nous avons également plusieurs personnes qui sont formées à l'écoute, au recueil de la parole, donc en cas voilà, d'agression ou de situation voilà, de harcèlement ou autre. Nous avons également un pôle santé, donc le hall qui s'occupe de tout ce qui est prise en charge. Donc, on a médecin généraliste, psychologue, enfin 2 psychologues, et on a également un gynéco sur place qui permet aussi de recevoir les étudiants qui en expriment le besoin. Donc, on accompagne aussi les étudiants qui ont besoin de trouver un soutien psychologique par le biais du hall. Voilà, mais de manière générale, en fait, tous les enseignants qui sont présents dans cette maison sont là pour l'ensemble des étudiants et sont toujours très demandeurs des formations qui nous sont proposées assez régulièrement, soit pour écouter l'étudiant, ou en tout cas, on a en fait des protocoles qui sont mis en place en cas de difficulté pour accompagner les étudiants et les orienter vers les interlocuteurs qu'il faut. Merci, oui, c'était important que tu rappelles tout ça parce que l'étudiant, vous l'aurez compris, est accompagné dans son travail, mais il est accompagné aussi dans sa vie d'étudiant. On ne peut pas le prendre par la main pour tout, mais on met à sa disposition tout ce qu'il est utile de trouver dans une semaine, dans une vie d'étudiant, puisque bien sûr, ils profitent aussi de leur vie d'étudiant et c'est tant mieux. Ils vont faire un certain nombre de sorties, participer aux associations, faire des sorties avec les associations. Et ça, c'est fantastique. C'est aussi ce qui contribue à construire un parcours, à s'alimenter. Certaines associations vont les emmener faire des visites culturelles, des visites d'institutions. Ça, c'est chouette, mais ce n'est pas forcément dénué de tout risque. Donc là, c'est important qu'on soit là aussi pour les accompagner. De la même manière, peut-être qu'on peut le mentionner, un certain nombre d'étudiants, comme la population dans sa globalité, 8%, souffrent de troubles 10. C'est peut-être le cas de vos enfants. Il ne faut pas rester dans son coin et surtout ne pas vouloir le dire. Au contraire, il faut venir en parler parce que, en pareil cas, on peut faire un certain nombre d'aménagements. Tout n'est pas possible, mais on peut faire un certain nombre de choses. Alors, le tiers-temps pour les épreuves en est une, mais on peut aussi aller un peu plus loin quand c'est nécessaire. Oui, alors les étudiants sont au courant dès le début de l'année, le jour de la rentrée. On fait une présentation plus complète que ce que je vous ai présenté là, avec les dates, les échéances pour faire ces demandes et puis les liens sur lesquels il faut faire ces demandes. Nous avons un service de la vie étudiante avec Monsieur Héripré qui est tout le temps là au rez-de-chaussée, prêt à les recevoir 5 jours sur 5 et on répond au téléphone. Moi, je réponds au téléphone 7 jours sur 7, donc voilà.
Pour tout ce qui est effectivement prise en charge des particularités, hein, troubles 10, TSA et autres particularités, on passe forcément par le médecin universitaire, le docteur Massé. Les étudiants savent qu'ils doivent adresser une demande pour un rendez-vous qui permet en fait de cibler les besoins spécifiques de chaque étudiant. Et ensuite, on reçoit, nous, des préconisations d'aménagement qu'on essaye de mettre en place pour permettre à l'étudiant d'avoir des conditions de travail et des conditions d'évaluation qui soient les plus confortables compte tenu de la situation de chacun. Par rapport à la vie associative, comme le disait ma collègue à l'instant, c'est aussi un terrain d'expérimentation pour nos étudiants qui leur permet aussi, parce qu'on a un budget associatif assez intéressant, qui leur permet donc d'organiser un certain nombre de choses et de s'essayer à la chefferie de projet, puisqu'ils mènent plusieurs projets dans les différentes associations. Donc, ils apprennent aussi à gérer un budget, gérer un événement, signer des contrats avec des organisateurs de voyages, d'activités. À cette occasion-là, ben, on ne manque pas de leur expliquer toutes les questions relatives à leur responsabilité, la responsabilité de l'organisateur de l'activité sportive, de l'activité festive, etc. Donc, c'est aussi un terrain d'expérimentation. Alors, des fois, ils font des erreurs, ils font des bêtises, mais on est là aussi pour les accompagner. Moi, je me souviens, une fois, il s'était fait avoir par un vendeur de hot dog qui leur avait fait signer un contrat avec une vente minimale de saucisses. À défaut, il fallait payer, je crois, 1 000 € ou 1 500 €. Ben, ils ont fait la Visiblement, les bêtise gens de ne regardent signer pas les ça sans messages dans le réfléchir. chat. Ben, Alors, après, on est-ce que les a ceux qui pris ont dans leur le micro bureau, on leur a ouvert expliqué, peuvent puis les on a fermer, été s'il vous plaît? renégocier avec cette personne en disant, bah, écoutez, on va peut-être négocier les choses autrement. On les a payées, ces saucisses, bah, vous allez nous les livrer. Et puis, on va les vendre tous ensemble dans le hall RS. Et puis, c'est aussi leur apprendre, en fait, par cette expérience-là, que bah, on peut aussi travailler sur la négociation, enfin, les responsabiliser aussi et leur permettre vraiment de pratiquer le contrat qu'ils apprennent en théorie avec nous en cours, quoi. Donc, c'est des expériences qui sont toujours très profitables pour eux. Merci. Alors, vu qu'il est déjà 19h07, on va pouvoir se répartir dans les différentes salles. Donc, si vos enfants sont en licence droit, culture juridique ou en licence droit et gestion de l'entreprise, vous allez pouvoir rester dans cette salle et rester connectés à cette adresse. Pour celles et ceux qui sont concernés par la licence droit sciences politiques, on se retrouve en RS 351, c'est-à-dire au 3e étage de ce bâtiment. Et je me connecte d'ici quelques minutes. Et pour la licence euro, en RS 151, au 1er étage de ce bâtiment. Merci infiniment. On peut rester connecté sinon, donc c'est pas la DCJ. C'est quoi la DCJ? C'est c'est une autre section. C'est nous. Donc c'est pas Noël. Non, non. C'est pas Noël, là. Ouais. C'est pas un lien? Non. On t'entend. Non, c'est bon. C'est quand même pénible, non? Pénible, hein? Non, non, non. Donc, je me présente brièvement, je suis Éric Colzac, le responsable de la licence droit et gestion d'entreprise. Je suis Allô? à l'origine professeur d'économie, finalement le seul économiste au sein de cette fac de droit. J'ai la chance effectivement d'encadrer cette nouvelle licence. Pour en dire quelques mots
Pourquoi pas? on a eu l'agrément de notre université tutelle relativement tardivement, ce qui fait qu'on n'est pas passé par Parcoursup, ce qui n'a pas empêché D'accord. effectivement un nombre important d'étudiants de candidater. Oh, qui Et est trop on est intelligent, passé hein. notre quota initial qui était Voilà. avec un effectif, je dirais, conséquent. Alors, ça marche pas. Avec un effectif conséquent. Alors, moi, j'ai eu l'occasion déjà, comme tous les responsables de formation, de rencontrer les étudiants, de faire un point avec eux. Globalement, je pense qu'à peu près les étudiants sont satisfaits. Il y avait peut-être quelques interrogations sur le fait qu'il n'y a pas encore peut-être un repérage complet de cette formation de licence au niveau de la communication. Mais bon, je crois que c'est une impression qui, je me suis Le micro est off. chargé justement Test micro. de gommer. Tu veux pas l'étouffer? Globalement, les cours spécifiques. Alors, C'est un moi, peu. en tant que prof Commencer, de sciences éco, j'ai les étudiants en humanité, Quelqu'un de façon. économie, mais pour l'ensemble des sections, Vous sauf voyez la que tu l'as? licence Ah oui, euro, mais les autres. personnellement, j'ai Euro. plutôt Non. l'impression qu'on a, j'allais dire, un bon cru dans le sens où les étudiants sont sérieux, sont attentifs. Il n'y a pas de perdition d'effectifs comme on peut l'avoir parfois. Je rencontre le prof de comptabilité la semaine prochaine, mais les conversations que j'ai pu avoir avec lui lui laissent une bonne impression, hein, le sentiment d'avoir des étudiants travailleurs. Idem au niveau de la prof d'introduction à la gestion, idem aussi au niveau de la clinique de l'entreprise consacrée aux statistiques Je descriptives. pense qu'on est. Donc disons que pour l'instant, il y a plutôt une satisfaction. Maintenant, il peut y avoir effectivement quelques interrogations par rapport au parcours. Mais globalement, la conversation qu'on a pu avoir avec l'ensemble de la promo, qui a été une conversation, je dirais, tout à fait franche, me laisse penser qu'on a plutôt à la fois une bonne promotion et que je dirais, les cours qu'on a pu choisir dans le cadre de ce parcours bien spécifique, pour l'instant, plaisent aux étudiants. Alors, on fera bien évidemment un deuxième point au second semestre. Voilà ce que je peux dire, je dirais, globalement par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec eux. En vous remerciant de votre attention. Question sur la licence DGE? Romain, vous avez des questions? Non? Donc, je prends le relais. Merci, Eric. À propos de la licence DCJ, donc vous avez eu déjà beaucoup d'informations. Pour rappel, la spécificité de la licence DCJ, bon, c'est le parcours, on va dire, classique de droit dans lequel vos enfants vont retrouver le plus de matière juridique pure sur les 3 années. La licence DCJ se distingue à 2 niveaux par rapport aux autres parcours. Les étudiants vont choisir une humanité dont ils vous ont peut-être déjà parlé, donc en histoire, en économie ou en sciences politiques. Donc une matière d'ouverture qu'ils vont suivre pendant leurs 3 années. Et puis, ils vont participer au dispositif clinique du droit. Donc, la clinique du droit, ce sont des séances de 2 heures par semaine qui sont réalisées par des professionnels du droit. Donc, en première année, ce sont des avocats qui vont amener progressivement les étudiants à la plaidoirie, leur communiquer des informations concernant la déontologie, enfin, les immerger dans un métier du droit. Donc, en général, c'est un dispositif qu'ils apprécient particulièrement puisqu'il n'y a pas